Et voilà, Nicolas, c'est parti. Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être une édition un petit peu spéciale, un petit peu un hors-série, si on veut, tout simplement, parce que là, je suis lancé, comme vous savez, je suis lancé avec les émissions Il balance tout pour parler d'expatriation et avoir des retours d'expérience d'expatriés dans différents pays. Mais là, je pense que c'est bien qu'on fasse qu'une émission un petit peu à part, parce que vous savez que moi, je suis, pour ceux qui ne savent pas, je vous l'apprends, je suis un entrepreneur sur Internet. Ça fait 7 ans que j'entreprends sur Internet et que je gagne ma vie en fait sur Internet. Et c'est une façon de faire que je mets souvent en avant, que je propose, parce que gagner sa vie sur Internet, ça permet d'obtenir le Graal, c'est-à-dire être libre géographiquement, pouvoir aller vivre là où vous voulez, soit tout simplement en campagne française, montagne, ou sur une île, ou dans la campagne profonde, soit aller carrément s'expatrier, comme en Roumanie par exemple, que notre invité connaît bien, soit aller carrément en Asie, ou où vous voulez en fait. Une fois que tu travailles sur Internet, il suffit d'avoir une connexion Internet, ton ordinateur portable, et tu travailles depuis n'importe où. C'est pour ça que j'adore parler de gagner sa vie sur Internet. Bien évidemment, moi, j'ai ma méthode, façon de fonctionner. Vous savez que moi, je suis infopreneur, accompagnateur, etc. C'est une façon de gagner sa vie sur Internet, mais c'est également d'autres solutions. Et aujourd'hui, Nicolas, qui est déjà passé sur la chaîne pour nous parler de Roumanie une fois, il connaît une autre solution. Il a une autre solution. Il a de l'expérience dans une autre solution. Donc, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui pour nous en parler. Avant ça, les gars, n'oubliez pas le pouce, comme d'habitude, pour diffuser cette émission. Vous êtes libre de commenter en bas de cette émission pour rebondir sur tout ce qui va être dit. Et puis Nicolas, bientôt, il va parler. Vous en faites pas, hein, je finis en introduction rapidement. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, partagez cet épisode pour ceux qui veulent avoir la liberté géographique, gagner leur vie sur Internet. Et puis, Nicolas, est-ce que tu es là? Tout à fait. Bonsoir à tous. Ouais, donc Nicolas, il faut savoir il est également dans tout ce qui est business sur Internet, gagner sa vie sur Internet. Il a une façon de travailler différente de la mienne. Et Nicolas, je te laisse parler. Je pense que tu as tout à nous apprendre là-dessus et tu as beaucoup d'expérience là-dedans. Donc, dis-nous ce que tu fais et ce que tu proposes en fait. OK. Alors, juste pour expliquer un petit peu, toi, tu proposes quelque part une voie royale, c'est un peu l'autoroute de l'indépendance financière et de la liberté géographique grâce à la mobilité numérique. Mais l'idée, c'est que je vous parle d'une solution qui est un peu bonus, qui est un peu de niche et qui vise en fait à créer un site web original qui D'accord. va vous permettre de générer des revenus réguliers. Alors, D'accord. la première chose à avoir en tête, c'est qu'il faut vraiment une idée originale. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui n'existe pas ou Mhm. qui n'existe pas à l'identique, qui est au moins quelque chose en plus par rapport à ce qui existe. Donc, il y a une idée qui vous vient, vous la retournez dans tous les sens, vous la polissez comme un diamant, vous la développez, puis après, vous commencez à la tester à droite et à gauche, mais il ne faut pas non plus trop l'ébruiter pour pas qu'on vous la pique. Donc, c'est un peu le dilemme. Il faut l'affiner, mais il ne faut pas non plus trop l'ébruiter. D'accord. Donc, Euh, moi, quand tu me dis tout ça, moi, je trouve ça intéressant, sauf que avec de l'expérience que j'ai aussi sur Internet, dans un autre domaine, mais toujours sur Internet, euh, est-ce qu'il ne faut pas plutôt choisir une voie où là tu nous parles d'avoir une bonne idée, c'est bien, mais est-ce que justement l'idée originale c'est pas l'inverse des niches où il y a où il y a de l'argent, où il y a du business d'affaires, parce qu'en général les niches aussi qui sont les plus comment on appelle ça, les plus denses, j'ai pas le mot là actuellement, les niches rémunératrice. les plus saturées. Voilà, les niches les plus saturées en général, c'est là où il y a le plus de demandes. Donc justement, c'est dans ces niches-là qu'il faut aller. Euh, donc, comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est une idée originale dans une niche qui est déjà juteuse, ou est-ce que tu proposes justement de te lancer dans une niche où il n'y a encore personne pour être le premier sur la niche? Nous, en fait, on fait des sites sur mesure. Donc, à la limite, on fait ce qu'on nous demande. Après, c'est Ouais. à l'entrepreneur de juger. Nous, c'est vrai qu'on a des demandes qui parfois m'agacent et oui, ça m'attriste, on va dire. Oui. On reçoit encore parfois des demandes du style combien est-ce que ça coûterait pour faire une copie du site Amazon, une copie du site du Bon Coin. Et Mhm.
ça m'agace alors pour plusieurs choses et ça me donne l'occasion d'expliquer en fait. Bon, déjà, faire une copie simple de quelque chose qui marche, il y a peu de chances pour que ça réussisse. Et puis surtout, les gens que vous voulez copier, ils sont bien installés. Et ils ont construit leur site progressivement. Donc, en fait, ça n'a pas de sens de vouloir copier. Enfin, c'est même pas réaliste de vouloir copier quelque chose de monstrueux. Il faut partir petit et après, il faut se développer. Et surtout pour un prestataire, c'est absolument impossible de faire une estimation pour un site juste en le voyant parce qu'il y a tous les mécanismes internes qu'on ne connaît pas. Il y a tout un tas de règles qui se sont construites au fur et à mesure. Donc, à mon avis, ce n'est pas la bonne approche de dire effectivement, c'est brille, c'est beau, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Et puis surtout, je ne vois pas quel est l'entrepreneur qui aurait le budget, même un dixième du budget d'Amazon. Enfin, je ne comprends même pas qu'on se pose la question. Mais il y a des gens qui nous posent la question. Okay. Donc, il y a vraiment cette idée de progressivité. Alors, pour donner quelques petit dans une micro-niche, en fait. Commencer petit dans une micro-niche et ne pas essayer de concurrencer les gros qui font une quincaillerie, en fait. Oui, par la force des choses. C'est-à-dire que il y a 25 ans, tu avais le champ libre. Maintenant, le web est de plus en plus occupé. Il y a plein de sites, par exemple, moi régulièrement, même il y a la semaine dernière, il y a une collègue qui me dit, tiens, on devrait faire un site de ce type-là. Et j'ai dit, mais tu sais, je me suis inscrit il y a 15 jours à un site de ce type-là. Regarde, c'est ce site-là. Alors là, c'était pour mettre en contact les professionnels avec des étudiants ou les professionnels entre eux pour parler de ce qu'ils font. Donc, parfois, quand on pense avoir une idée géniale, en fait, elle n'est pas forcément géniale. Alors, on peut l'affiner, mais ça nécessite vraiment de faire une étude approfondie. Avant, je voudrais définir un peu quels peuvent être les types de projets pour que les gens s'orientent un petit peu. Donc, en fait, il y a 3 grandes familles de sites Internet, pour simplifier. Tu as les sites vitrines de présentation, qu'on appelle aussi gestion de contenu. Donc, il y a pas mal de textes. C'est une sorte de carte de visite améliorée des entreprises. Ça peut permettre de générer du trafic. Hein. Pardon ? Un sorte de blog, peut-être ? Le blog, c'est souvent une partie de ce genre de choses. Le blog, on va dire que c'est quelque part une fonctionnalité. Tu peux avoir un site vitrine de 3-4 pages en disant, voilà, tu as une page d'accueil, qui sommes-nous, nos valeurs ou notre historique, ou ce que tu veux. Articles à côté. Voilà. Et puis le blog, ça permet justement, à mon avis, de traiter des sujets de niche, c'est-à-dire c'est des sujets, ou alors si tu as une expertise, tu as quelqu'un un technicien qui fait des opérations vachement pointues, tu peux faire des articles de blog sur ce qu'il fait, chaque type d'opération, et comme ça, tu as un trafic très ciblé qui va rejoindre ton site. C'est ce qu'on appelle de la longue traîne. C'est-à-dire, la longue traîne, c'est de dire, si tu fais une courbe, au début de la courbe, tu vas avoir, je ne sais pas moi, Madonna, Michael Jackson, tout ce que tu veux, qui vendent beaucoup de disques. Donc, ils sont en haut de la courbe. Mais après, plus les ventes diminuent, plus la courbe va loin. Et finalement, tu te rends compte que les gens qui vendent peut-être 50 disques par an ou 100 disques par an, cumulés, c'est un très, très gros marché. C'est ça la logique de la longue traîne, en fait. Oui, c'est du langage des SEO, la longue traîne. Voilà. Donc l'idée, c'est que le blog, ça peut te permettre, sur des requêtes bien ciblées, de générer. Alors, tu n'auras pas beaucoup de trafic, mais tu as des gens qui ne sont pas là par hasard. Donc, tu as un fort taux de concrétisation. C'est-à-dire que tu n'auras peut-être que 2-3 visites par an, mais sur 2-3 visites, ça fera peut-être un client. Alors que sur des termes bateaux, même si tu as 1000 visiteurs, peut-être que tu n'en auras aucun qui sera client parce qu'en fait, il cherchait autre chose, parce qu'il a vu, je ne sais pas, il a vu Nike ou il a vu plombier, par exemple, et en fait, ce n'est pas exactement ce qu'il cherchait. Donc, les sites vitrines… D'ailleurs, là, tu sur… Oui. Les blogs, en fait, ça peut exister sur n'importe quel type de site. Il faut voir ça comme une option, comme sur une voiture. C'est pour donner de l'info en plus à tes visiteurs. OK ? D'ailleurs, là, tu surlignes une information très importante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le nombre de clients avec le nombre de vues, la notoriété et les likes. Et ça, je le répète souvent à mes élèves, entre guillemets, qui forment pour monter dans le business sur Internet, c'est ne vous laissez pas appâter par le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de likes. Ce qui compte, en fait, c'est le nombre de clients. Il faut mieux que vous ayez 100 vues sur une vidéo, mais qu'il y ait 100 clients, qu'il y ait 10 000 vues sur une vidéo, mais qu'il y ait 2 clients.
On est là pour faire du business. On n'est pas là pour faire les amuseurs sur Internet et avoir des likes et des abonnés. Alors, bien évidemment, c'est bien, ça flatte l'ego, etc. Ça aide au référencement un peu. Mais c'est pas ça le concret. C'est pas ça le concret du business. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce que faut pas se laisser à vouloir être une star n'a pas forcément de sens. Plutôt un spécialiste qui traite des questions précises pour lesquelles les gens sont prêts à payer, simplement. Tout à fait. Il faut avoir une cible et il faut autant que possible que votre site, votre blog, ça draine un trafic qui est dans votre cible. Pas simplement des gens qui sont là, entre guillemets, en touriste, parce que ça ne vous rapportera rien. Ça, c'est vrai. Donc, on a des sites vitrines. Après, la deuxième grande famille de sites, c'est les boutiques en ligne. Alors, c'est généralement de la vente de produits, mais ça peut aussi être de la vente de services. Et puis après, la troisième grande famille, ça va être des sites qu'on appelle custom ou sur mesure. C'est un peu des moutons à 5 pattes qui font quelque chose de très, très précis, de bien ciblé en fait. Ça peut être des places de marché, ça peut être plein de trucs. Donc, ils ont leur structure bien particulière. Parfois, on peut faire des mix aussi. On peut avoir un site bien particulier, mais avec une section boutique en ligne. On peut panacher aussi, c'est tout à fait possible. De toute façon, après, avec le code, tu peux faire finalement ce que tu veux sur Internet, hein, ajouter les fonctionnalités que tu veux, faire des mix. Ouais. Tu peux même utiliser plusieurs plateformes techniques. Tu peux utiliser, mettons, PrestaShop on a fait ça, par exemple, pour quelqu'un qui faisait des boîtes cadeaux. On a utilisé PrestaShop pour la partie vente en ligne et on a utilisé un framework de développement qui s'appelle Laravel pour tout le spécifique. Et on les a combinés. Ah, tu travailles avec Laravel, d'accord. Tu travailles avec Laravel, intéressant. Ouais. J'ai travaillé un peu sur Laravel, donc ça me parle. Ah ben ouais. Et tu peux même à la limite rajouter une fonction blog avec WordPress. Donc tu peux même avoir 3 trucs. Mais bon, a priori, maintenant PrestaShop, ils ont aussi un add-on de blog. Donc tu peux pas non plus trop mélanger les choses, rajouter trop de trucs parce qu'après ça devient compliqué. Et le but, c'est que aussi ça ne soit pas trop cher pour le client. C'est ce que je disais tout à Laurent, c'est que en général, les prestataires, alors PrestaShop, je ne connais pas bien, mais les plateformes en général pour les entrepreneurs en ligne ont tendance à devenir de plus en plus complets, variés et qui proposent un tas de fonctionnalités. Ça devient des monstres en fait finalement, ou qui font tout en un. Oui, alors après, il faut voir le coût de l'opération. C'est-à-dire que soit tu fais développer un site, tu le payes, mais le gros du coût, c'est au départ. Donc, il faut avoir quelques moyens. Mais après, ton site, il va tenir pendant quelques années. Ça va te coûter un peu de maintenance, mais en gros, tu vas l'amortir. Et au bout de peut-être 2-3 ans, si tu as généré suffisamment de ventes, ton site, il est amorti, il te coûte quasiment plus rien. Alors que l'équivalent, par exemple, de PrestaShop, mais en plateforme, c'est Shopify. Shopify, tu as tout un tas d'options, tu prends des abonnements et tu raques tous les mois. Et tu as des gens qui au final, se plaignent. Voilà, au final, finalement, pratiquement toute ma marge, ça passe dans mes abonnements. C'est sur des années, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu lâches beaucoup plus, tu peux lâcher beaucoup plus que si tu avais acheté ton site. C'est comme de louer en leasing, etc., une voiture, ça te coûtera certainement plus cher que de l'acheter au départ. Mais après, si tu fais du code, à la limite, c'est un nom de domaine. Et puis ensuite, c'est par exemple, lequel j'utilise, moi. J'utilise, comment il s'appelle? HostGator, j'utilise, moi. C'est un host, comment on appelle ça en français? Là où tu mets, en fait, tu mets tout. Un hébergeur, là où tu mets toutes tes pages de code, etc., tout simplement. Tu as un hébergeur tous les ans à payer, c'est très abordable. Tu as un nom de domaine, et puis finalement, c'est ça. Hein, tu fais tous les ans. Ça c'est la base, oui. Un truc important, achetez vos noms de domaine, les gars. Hein, parce que si c'est votre prestataire qui l'achète, après, un jour, si vous vous fâchez avec votre prestataire, vous risquez d'être mal. Donc, il y a des trucs comme ça, il ne faut pas transiger. Le nom de domaine, il est à vous, parce que vous allez construire votre marque dessus. Ou alors, ça reprend votre marque. Donc, c'est un asset, c'est un bien, enfin, ça fait partie du bilan quelque part. Voilà. Donc, ça, il ne faut pas le négliger. Une autre chose aussi, il faut faire attention aux prestataires qui ont des solutions propriétaires. C'est-à-dire que si après, vous avez un litige avec le prestataire, vous êtes un peu coincé parce que c'est sa techno, il n'y a pratiquement personne qui les connaît, ou alors il y a peu de gens qui connaissent. Donc, nous, on essaie de choisir des solutions, des plateformes open source. Alors, ça peut être WordPress, PrestaShop, Drupal, Laravel, Symfony,
CodeIgniter. C'est différents outils, mais derrière, il y a des communautés, il y a des gens qui connaissent. Donc, si un jour, le client, pour une raison X ou Y, il dit, bon, écoutez, on ne bosse plus avec vous, bon, le transfert ne sera pas indolore parce qu'il y a une connaissance du site ou de l'application qui existe, mais le transfert sera quand même relativement simple parce qu'il y a d'autres gens qui connaissent. Après, le revers de la médaille au niveau de l'open source, c'est qu'il y a souvent des versions différentes et il faut quand même suivre et faire un peu de mise à jour. Donc ça, il faut en être conscient. Après, bon, là, ce dont tu parles, Laravel, CodeIgnite, c'est du PHP. PHP, c'est du vu et revu. Hein. Les codeurs PHP, il y en a l'appel. Hein. Donc, d'accord. Et en ce qui concerne l'idée de départ dont tu parlais au début de l'émission, l'étude, est-ce que tu as un service, on va dire, d'étude d'un projet, par exemple, moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, je viendrais vers toi avec une idée. Est-ce que toi, tu seras en mesure de me dire si l'idée est bonne ou pas, d'étudier le marché, ou est-ce que c'est à moi, en fait, de dire non, je sais que l'idée est bonne, j'ai fait une recherche, exécuter ce que je vous dis de faire? Nous, comment dire, nous, on est des fabricants de sites Internet. On n'est pas des marketeurs de haute volée parce que on part du principe, ce qui est souvent vrai, mais c'est parfois un peu faux, on part du principe que le client connaît bien son secteur que nous, mieux son secteur. Parce que même parfois, ça m'énerve un petit peu, les clients disent « Ouais, mais est-ce que vous avez déjà fait des sites dans notre domaine ?» Ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est pas un problème. Nous, on fait du sur-mesure. Donc, on peut faire un site pour le bâtiment, on peut faire. L'important, c'est ce que le client veut faire, c'est les fonctionnalités, le domaine, à la limite, c'est accessoire. Ça a un petit impact au niveau du graphisme, mais c'est pas difficile. Il nous donne des exemples de sites en disant j'aime bien telle partie de tel site et j'aime bien telle partie de tel site ou l'esprit de tel site pour le bandeau ou pour tel élément. Il n'y a pas de souci. C'est pas le plus important, ça, je veux dire. Ce qui est important, c'est le référencement avant tout. D'être un nom sur Internet dans une bonne niche. Après, la couleur, la bannière, le logo, alors, je dis pas que ça compte pas. Il y a les couleurs choisies, ça compte, mais c'est pas, à mon avis, hein, tu me diras si je me trompe ou pas, mais c'est pas ça qui va faire la différence avant tout. Quoi. Non, mais il y a des gens qui nous consultent et qui, je pense qu'ils ont la logique d'achat dans d'autres domaines. Ils disent, est-ce que vous connaissez notre domaine? Et j'ai envie de dire. Non, oui, parfois c'est oui, parfois c'est non, mais de toute façon, c'est pas tellement pertinent. Attention, tu as fait il faut pas confondre le positionnement marketing et le référencement Internet, qui est la visibilité sur Net. Ce sont deux choses différentes. Hein. C'est important, effectivement, au départ, c'est le positionnement marketing, de dire, moi, je veux répondre à tel besoin. Et d'ailleurs, parfois, c'est pas compatible parce que le positionnement marketing, si tu choisis un positionnement marketing qui est complètement innovant, tu proposes quelque chose qui n'existe pas, tu vas être très embêté en termes de référencement Internet, c'est-à-dire la visibilité sur Internet, notamment la visibilité dans Google. Parce qu'en fait, tu vas te positionner sur quelque chose que les gens ne cherchent pas parce qu'ils ne connaissent pas. C'est ça le piège. Voilà. La bonne idée, enfin moi je le vois comme ça, la bonne idée c'est bien, mais d'un autre côté, si là on est quand même en 2024, Internet, ça fait bientôt 30 ans qu'il est là, si personne s'est lancé dans cette niche-là, c'est qu'il y a peut-être une raison. Ça aussi, quoi. Donc, c'est là où, je pense, c'est là le côté dangereux des nouvelles idées. C'est que tu vouloir innover, c'est bien, mais s'il n'y a pas de demande, bon, autant aller dans une niche plutôt saturée, mais par contre, en fait, venir dans une niche saturée en se différenciant. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pas vu beaucoup de succès de gens qui ont eu du succès dans les niches saturées. De toute façon, en général, c'est pas ce que les gens nous demandent. Les gens qu'on voit arriver en général, c'est des gens qui ont une idée un peu originale. Mais après, il y a plein de facteurs. Il n'y a pas que le site Internet. Il y a plein de facteurs qui conditionnent la réussite ou pas. L'idée, alors, pour ce qui est d'intervenir en amont, on peut guider les gens sur la partie conception du site Internet en lui-même. Pas forcément positionnement, etc., mais site Internet. Ce qu'il faut qu'on arrive à définir, c'est le front-end, c'est-à-dire ce que les visiteurs voient, notamment le parcours de l'internaute, le back-end, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités de gestion pour les différents abonnés ou pour le gestionnaire du site lui-même. On peut définir aussi d'autres fonctionnalités, des options. Donc, en gros, c'est un peu comme quand tu construis une maison. Quand tu vas chercher un constructeur, le constructeur, tu ne vas pas lui dire « moi, je veux une maison blanche avec 4 pièces ». Il te faut des plans détaillés
Et il n'y a que comme ça que le constructeur va pouvoir te donner un devis. Ben, nous, c'est pareil. Nous, on a besoin de fonctionnalités précises et détaillées et stables. Parce que c'est la grosse difficulté. Parfois, les gens disent bah, à peu près combien ça coûte pour faire ça, ça, ça. Et puis, c'est toujours très simple. Et puis, alors, si tu as le malheur de donner un prix, les gars sont super contents. Et puis après, ils te balancent le détail. Et en fait, son projet est 10 ou 20 fois plus compliqué. Et puis, chaque fois qu'il a des idées, il en rajoute. Donc, comment dire, c'est un peu le problème du BTP. C'est-à-dire que les grosses entreprises de BTP, elles vont te donner un très bon prix sur bon, il y a quand même un appel d'offres. Elles vont te donner un très bon prix au départ. Et puis après, chaque fois que tu demandes des modifs, qui ne sont pas forcément des modifs, simplement c'est des choses que tu n'as pas expliquées ou tu n'y avais pas pensé, eh ben, tu te fais assassiner parce que ce n'était pas prévu au départ. Et nous, on ne veut pas être dans une logique conflictuelle avec les clients. Donc, parce qu'il y en a qui le font, hein. Ils donnent des prix très bas au départ en disant ouais, mais c'est simple, votre truc. Et puis après, le client se rend compte qu'en fait, il a quand même besoin d'un tableau de bord, qu'il a besoin de ci, qu'il a besoin de mi, et il se fait assassiner. Et comme il a déjà payé un acompte à l'entreprise, voire déjà il a commencé à faire des versements, ben, il est coincé parce que déjà, il a quelque part, il a fait partir une partie de son budget, il l'a claqué. Et s'il arrête le projet en cours de route en disant mais attendez, vous m'aviez annoncé tel prix et en fait c'est le double, bah, il a perdu, enfin il ne reverra pas son argent. S'il doit redémarrer un autre produit, un autre projet, enfin ce projet avec une autre entreprise qui est plus correcte, il a encore moins de budget qu'avant. Donc il faut vraiment avoir un cahier des charges qui soit bien défini. Alors le problème c'est que les clients ont du mal à le faire. Ils ont ils sont pas, en fait, ils connaissent bien. C'est ça le truc, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas ton monde, il a du mal à se projeter dans ton monde. Tout à fait. Alors, ce qu'on fait, en général, on demande quand même qu'il fasse une expression de besoin la plus détaillée possible. Et soit nous, on renvoie une liste de questions, soit on dit au gars, OK, bon, on a à peu près compris, mais il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Vous venez passer 2 jours chez nous, en Roumanie. On se fait des sessions comme ça intensives. Et en 2-3 sessions, ben, le client, même s'il n'a pas le temps de tout écrire, il sait ce qu'il nous faut. On en a discuté, on lui a dit attention, là, d'expérience, elle n'est pas trop dans cette direction parce que ça va vous coûter très cher et ça n'apportera pas grand-chose à votre site. Donc, on peut quand même faire pas mal de conseils parce ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça, des sites sur mesure, donc on a une très, très grosse expérience. Mais il faut que le client fasse sa part des choses. Et après, la difficulté, c'est la stabilité. C'est-à-dire que à partir du moment où on doit dire au client, on est bien d'accord, c'est ça votre besoin, OK, on y va. Mais souvent, le client en cours de développement, il a d'autres idées. Soit parce qu'il n'y avait pas pensé, soit parce que les concurrents, ils ont rajouté des fonctionnalités et lui aussi veut les avoir. Donc là, ça pose des problèmes parce que souvent, en termes de budget, il est limite. Donc, il faut qu'il sache être raisonnable. Et c'est pour ça que souvent, on dit au client, il faut viser un MVP, c'est-à-dire minimum viable, un produit minimum viable. Vous allez pas, votre site, il ne fera pas papa, maman. Il faut que vous définissiez les fonctionnalités essentielles pour pouvoir le tester en réel. C'est juste des trucs de base, mais il faut qu'il ait les trucs de base. Et après, on peut faire une V2, une V3, une V4. En chemin, en fonction du marché, en fonction de comment les choses évoluent, là, tu adaptes ton projet. Oui, en fonction, par exemple, avec le produit minimum viable, ils peuvent récupérer 3-4 investisseurs. Les investisseurs vont peut-être dire ah ben oui, nous, on veut qu'il évolue dans telle direction parce qu'on a cette expérience. Donc, OK, la V2, on rajoute ça, ça et ça parce que les investisseurs, ils y croient. Donc, tu vois, il faut les idées sont évolutives. Tu peux partir d'une idée, et puis en chemin, tu fais évoluer ton idée, même tes produits, tes services, la façon dont tu présentes ça, ton approche, tu t'adaptes en fait en chemin. C'est le concept car en fait, si tu veux, c'est un peu l'idée du concept car. Ton concept, c'est ça, tu en fais un. Alors peut-être que les sièges ne sont pas les meilleurs. Enfin, tu vois, il faut que les gens le voient et en fonction des réactions, en fonction aussi de l'argent que ça peut générer, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et souvent, les entrepreneurs, ils investissent sur leurs réserves, donc ce n'est pas infini. Bon, tu en as qui ont vendu des entreprises, donc ils sont plus à l'aise. Mais tu as des jeunes qui démarrent, ils n'ont pas forcément des 100 et des 1000. Donc, il faut qu'ils arrivent à montrer le truc marche, regardez, tu appuies ici, machin, tu vas dans le backup. Voilà. Donc, qu'ils puissent le montrer aux gens. Mais même, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que parfois, on peut faire des maquettes. Donc, on peut faire un faux site, entre guillemets. Donc, ça coûte beaucoup moins cher et ça peut permettre aux clients de le montrer aux investisseurs. En disant, voilà, il fera ça. Donc là, on a déjà tu as les champs à remplir, tu as les éléments, mais le site, il n'est pas terminé. En fait, il est juste dessiné. Donc, ça coûte beaucoup moins cher et ça peut permettre après même de tester le concept vis-à-vis du public.
vis-à-vis de… Tu prends un échantillon de 10 ou 20 personnes et puis tu regardes leurs réactions et puis après tu dis, bon, ben, ça on garde, ça par contre c'est trop compliqué, on laisse tomber. Donc tu affines ton concept. D'accord. Oui, donc c'est quand même des projets pour des vrais entrepreneurs, pas pour les doux rêveurs, qui ont quand même un minimum de budget, Ouais. qui savent qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, que c'est pas ouais, salut, fais-moi un site et bah, j'attends que ça tombe tout seul. Hein. Non, c'est pas Non. ça. Bon, ça peut être ça peut être une carte de visite, ça peut être un site vitrine simple, mais même, alors, les sites simples, le référencement sera très important. Et s'ils sont sur une niche un peu spéciale dans leur région, sur ce qu'ils proposent, ça peut marcher. Mais effectivement, pour ce qui est des concepts, quand on a vraiment un concept original, c'est souvent un site sur mesure. Là, c'est des budgets qui sont plus élevés. Et effectivement, il faut quand même avoir des moyens et surtout, il faut garder un peu de marge. C'est comme quand tu construis une maison. Il faut garder au moins 20% sous le pied parce que là, les derniers sites qu'on a développés, c'est toujours comme ça. À la fin, ah oui, mais il y a ça, oh, il manque ça, il faut qu'on le fasse. Et le client, souvent, n'a plus beaucoup de budget et c'est dommage. Donc, garder un peu de marge. Il vaut mieux réduire à la limite un peu sur le produit minimum viable, enlever une ou deux fonctionnalités qui sont un peu limites, et puis sur la fin, vous dites, ah ben tiens, oui, j'avais pas pensé à ça, rajoutez-moi ce module. Et le client a l'argent qu'il faut, et puis on lui fait le module, et il est dans la première version. D'accord. Ok. Ce que les gens ne comprennent pas forcément, pourquoi c'est important le cahier des charges, parce qu'en fait, nous, on vend du temps. On est des prestataires, on vend du temps. Donc, on doit estimer précisément le temps qu'on va mettre pour chaque élément. L'avantage, par contre, c'est que du coup, nous, on donne des devis détaillés, point par point. Et le client peut regarder, il peut dire, ah ouais, attendez, il faut, je ne sais pas moi, 50 heures pour ça, j'aurais jamais imaginé, bon, on l'enlève. On le mettra dans la V2 si vraiment c'est nécessaire. Donc, ça permet aussi, on peut être après dans une logique presque de design to cost. En disant, bon, ok, vous me proposez, je ne sais pas, 20 000 euros pour ça, moi j'ai 15 000, qu'est-ce qu'on enlève? On peut fonctionner comme ça aussi. D'accord. Ok. Bon. Bah écoute, moi déjà tu m'as, enfin moi je comprends un peu, je comprends pas mal le langage que tu utilises hein, parce que j'ai fait un peu de code avant, donc voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter? Parce que finalement, je pense qu'on a bien fait le tour déjà. Ouais, t'inquiète pas, va. Tu sais, quand je suis lancé, je suis difficile à arrêter. Il y a une chose que les clients doivent comprendre, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être dans la technique ou de connaître la technique. Il faut juste qu'ils soient capables de détailler précisément le besoin. Qu'est-ce qui va faire ceci? Qu'est-ce qu'ils vont faire les clients? Quels seront les champs dans la boutique en ligne? Quels seront les produits? Alors, est-ce que ils auront tous la même structure? Ou est-ce qu'il y aura des structures différentes en fonction des rubriques de produits? Quelles seront les rubriques? Est-ce qu'on va importer les données? Les données, elles viennent d'où? Comment s'appelle le logiciel? Quels sont les champs qu'on va importer? C'est juste un travail, c'est un peu un travail de fourmi, mais ce n'est pas compliqué. Il faut juste simplement préciser les choses. Débroussailler le terrain, parce il faut bien comprendre qu'en fait, en bout de chaîne, celui qui construit le site, c'est un développeur. Et le développeur, il doit avoir les infos bien claires. Il ne doit pas extrapoler, il ne doit pas, ah ben oui, mais c'était évident, ça, je n'avais pas précisé, mais vous aviez bien compris qu'il fallait. Non, non, non. Le développeur, il suit quelque part une ligne. Je fais ça, après je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. Donc, il faut que les choses soient explicites. Sinon, si le prestataire commence à partir dans l'interprétation en disant, ah là, ils n'ont pas mis, mais probablement qu'il a voulu dire ça, une fois sur deux, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Donc, c'est… Donc vraiment bien clair dans la demande. Ok. Et aujourd'hui, parmi les gens qui nous écoutent, à qui tu conseillerais de te contacter? Quel type d'entrepreneur, qui a quel projet, etc. Alors, il y a plusieurs catégories. Déjà, il y a ceux qui ont un projet très original. Après, il y a ceux qui veulent digitaliser. C'est-à-dire qu'ils ont une entreprise qui marche pas mal, mais ils ont encore trop de papier. Ils ont des procédures qui prennent du temps. Et s'il y a un gars qui connaît bien l'ensemble, on peut lancer des applications. Alors, en général, les gens regardent sur le marché et en général, ils se rendent compte qu'il n'y a rien qui fait vraiment ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, c'est intéressant de prendre un prestataire. Alors, par contre, il faut bien comprendre une chose. Nous, on va développer quelque chose une fois.
Donc, ça va forcément être beaucoup plus cher qu'un logiciel ou un progiciel que l'éditeur va vendre à des centaines ou des milliers d'exemplaires. Bon, après, vous pouvez être malin aussi, c'est-à-dire que si vous êtes le premier de votre secteur à développer un logiciel, rien ne vous empêche de le revendre aux autres entreprises. Puisque vous connaissez le besoin, vous allez, quelque part, vous allez mettre votre savoir-faire dedans, et après, derrière, vous allez faire de l'argent, sachant qu'en plus, vous pouvez faire de l'argent à deux niveaux. C'est-à-dire que, premièrement, vous vendez le truc, et puis après, vous pouvez vendre des abonnements de maintenance, etc., de mise à jour, peut-être même des formations. Donc après, il y a de l'argent à faire aussi. Mais il faut être un peu malin. D'accord. Et quel est le genre de profil qui ne doit pas te contacter, les gens avec qui tu n'as pas envie de perdre de temps, tout simplement, pour éviter que quelqu'un vienne. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, premièrement. Deuxièmement, les gens, non pas qui ne doivent pas nous contacter, mais qui doivent attendre, c'est les gens qui ne sont pas au clair sur leur concept. Il est encore en phase de maturation. Ça ne sert à rien de faire des devis par rapport à des trucs qui ne sont pas clairs et qui vont changer 15 fois, parce que votre chef de projet, vous l'aurez grillé avant même de commencer. À force de demander des modifications, des devis, au bout d'un moment, on va dire, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que le devis, c'est un investissement du prestataire. Donc, il passe du temps pour essayer de comprendre votre besoin. Il y a des échanges. On fait un premier devis, souvent. Après, donc, on passe des heures, parfois des journées. Alors, sur des gros projets, ce n'est pas un souci, ça s'amortit. Hein. Mais si c'est juste comme ça pour avoir tout le monde perd du temps, et puis c'est pas. Ouais, ou alors, au bout d'un moment, au troisième ou quatrième devis, on va vous dire, oui, le cinquième, on va vous le faire payer parce qu'on n'en peut plus. Enfin, c'est pas productif. Ouais, et puis, c'est genre, tu m'appelles pour faire marcher la concurrence. Voilà, si tu veux juste un devis, je vais te faire envoyer un devis, tu vas jamais me répondre, je te connais maintenant. Oui. Et puis un autre type de client qui perd son temps avec nous, c'est ceux qui veulent moins cher que moins cher. C'est-à-dire ceux qui pensent encore que dans l'Union européenne, on peut trouver de l'ultra low cost. À mon avis, l'ultra low cost, vous pouvez en trouver à Madagascar ou dans des pays comme ça, mais vous aurez une qualité de travail qui n'est pas une qualité européenne. Après, si vous voulez une qualité de travail européenne, c'est pas de l'offshore, c'est ce qu'on appelle du nearshore. C'est pas les prix de la France, mais c'est pas non plus très éloigné parce que les coûts de plus en plus s'homogénéisent. Le marché de l'informatique est mondial. Donc, si vous avez un Roumain qui est très bon et qui est mal payé dans son pays, il se barre. Et donc, les entreprises du pays sont obligées soit d'augmenter les salaires, soit d'arrêter. Donc, il y a quand même une différence de coût de la vie, il y a quand même des différences. Mais c'est vrai que les différences ne sont plus du tout ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Ça n'a rien à voir. Par contre, les différences en termes de qualité de travail sont toujours là. Par exemple, Madagascar, ça n'a pas beaucoup évolué, par exemple. Ou je ne sais pas, l'Inde, à un moment donné, il y a une dizaine d'années, l'Inde, ça avait une très mauvaise réputation. C'était la réputation des développeurs pas chers. Mais alors, attention, accroche-toi. Moi, je n'ai pas eu de retour très récent, mais je ne me souviens pas avoir eu un client qui ne se plaigne pas de l'Inde. Mais là, il y a des problèmes qui sont importants et qu'il faut comprendre. Ce n'est pas simplement un problème de qualité de travail, c'est un problème de culture différente. On n'a pas forcément, ils ne sont pas européens, ils ont leur propre culture, ils ont leur propre façon de fonctionner. L'importance. Il y a la barrière de la langue. Nous, on travaille sur des cahiers de charges en français ou en anglais. Eux, le français, souvent, c'est plus difficile. Or, il faudrait quand même que le client s'exprime dans sa langue. Il est beaucoup plus à l'aise en s'exprimant en sa langue. Déjà, il n'est pas forcément très à l'aise pour écrire des choses parce qu'il n'a pas forcément l'habitude. Si en plus, il doit le faire en anglais, c'est compliqué. Puis l'anglais indien, attention, hein, c'est quand même quelque chose. Hein. Même si tu le comprends, il faut déjà le supporter. Hein. Lire mot la maman. Même l'accent, c'est bizarre. L'accent indien, c'est terrible. Hein. Ah ouais, moi j'ai du mal aussi. Donc, il faut que les clients comprennent que c'est des mondes différents. Nous, on a des gens qui sont francophones. On est à 1 heure de décalage horaire, pas X heures de décalage horaire. Ça aussi, c'est important. Il faut quand même bosser en même temps que les gens qui bossent avec vous. Si vous faites des mails et que vous n'arrivez jamais à faire des réunions où c'est compliqué parce qu'il n'y a qu'une heure ou deux de recouvrement, c'est pas idéal. Donc, pour reprendre, donc nous, on a des Européens qui sont francophones. Culturellement, ils sont proches, c'est même un peuple latin. Donc, et puis même à la limite, si tu veux, tu as un souci, tu prends l'avion. C'est à 2 heures d'avion. Tu vas passer 2 journées avec les équipes et puis le problème est réglé. En plus, généralement, tu fais une teuf le premier soir, donc après,
je peux te dire qu'il y a… Parce que c'est ça aussi, quand les gens ne se connaissent pas, on l'avait identifié au début, quand les gens ne se connaissent pas, les tensions montent assez vite. Quand les gens ont une bonne teuf ensemble, même si bon, il y a le côté client et le côté C'est prestataire. universel, ça. Ouais. Ouais, après, c'est beaucoup plus arrangeant. Attends, ouais, c'est quoi ton attends, explique-moi là sur Skype ou machin, parce que je comprends pas ton truc, mais c'est pas tout de suite. Ah, il m'énerve, je comprends rien. Machin. Donc, ça change complètement la qualité de la relation. Et puis bon, en plus, encore un truc, si tu veux, mettons un chef de projet doit aller en France, bah, il prend l'avion, maintenant c'est Schengen, il n'y a plus aucune contrainte. Alors que si c'est un Indien qui doit prendre l'avion, machin, je sais pas s'il ne faut pas des visas, enfin, tout est plus compliqué. Bien sûr. Bien sûr. Après, il faut aussi être réaliste. Là on a eu un client potentiel récemment qui rêvait un petit peu, c'est-à-dire que pour lui, tout était facile. Donc, il voulait un système pour scanner des boutiques. Donc, il a pris une boutique, il a trouvé des paramètres en disant bah, c'est simple, vous aspirez tel paramètre et puis tout roule. Et nous, bon, il se trouve qu'on a une équipe de professionnels qui fait ça pour une start-up française et on lui a expliqué, on a dit mais il y a plein de cas de figure. La moulinette que vous voulez fabriquer, nous, notre client qui fait ça depuis des années, il paye une équipe, il paye 6 personnes pour faire le boulot parce que ce n'est pas automatisable, parce qu'il y a des milliers de cas de figure. Mais le client, on a passé, il ne comprenait pas, et on a plusieurs fois, et puis finalement, parce que c'était quelqu'un, au contraire, c'était quelqu'un de très haut niveau, il avait été directeur général d'une grosse boîte, et il n'arrivait pas à se mettre au niveau opérationnel concret. Il planait un peu, il disait, mais non, mais on va faire. Parce qu'à mon avis, avant, il avait toujours eu des gars en dessous de lui qui faisaient le boulot, et là, quand il se retrouve en frontal, c'est aussi un problème qu'on observe. C'est des gens d'un certain âge qui ont eu des très bons postes dans les entreprises, dans les grandes entreprises, des grands groupes, et qui, à un moment donné, ont quitté pour tout un tas de raisons, parce que à un certain âge, ça devient difficile, et qui lancent des startups. Souvent, ils ont des idées qui sont excellentes, mais ils se retrouvent un peu perdus, parce que du jour au lendemain, ils doivent tout faire, le marketing, les ventes, les machins, alors qu'avant, ils avaient une fonctionnalité. Ils faisaient un truc, ils étaient très bons dans le domaine. Pardon ? Maintenant, c'est des petites entreprises. En fait, c'est des sortes d'auto-entrepreneurs, des multitâches. Exactement. Alors que le PDG d'une grande boîte, en fait, lui, il a des exécutants et en fait, il est théoricien. Il dit toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, tu fais ça, et puis on fait des réunions pour voir que tout est bien. Mais il n'est pas lui-même dans le travail. Ça, c'est clair. Et même au niveau en dessous, on a un client qui est un ancien DAF. Et si tu veux, quand je lui ai parlé du référencement, on voyait qu'il avait du mal, il partait en courant parce que c'était trop proche du marketing, c'était pas son truc, lui c'était la finance. Mais autre chose, c'est un autre monde. Quand tu montes ta petite entreprise sur un concept, tu touches à tout. Ou alors, mais c'est rare, ou alors tu as des moyens et tu paies des gens. Mais à ce moment-là, il faut prendre des freelances spécialisés et les payer juste pour le besoin. Tu vas pas embaucher 5 personnes, tu vas bouffer la grenouille. Donc, c'est complètement une autre culture, une autre façon de fonctionner. Et il y en a qui y arrivent, mais pour certains, ce n'est pas évident. Ça demande quelques mois pour qu'ils prennent le coup en se disant, maintenant, je m'occupe de tout. Quitte d'ailleurs à demander aux prestataires, parce que nous, par exemple, cette personne-là, à un moment donné, on a discuté, on lui a fait ses tutoriels, parce qu'il galérait pour faire ses tutoriels. On a mis une personne, on lui a fait ses tutoriels, roule. Alors d'habitude, on ne faisait pas ça. On a fait des tutoriels vidéo, des trucs un peu chiadés. D'habitude, c'était surtout si c'est des agences qui sont clientes, c'est les agences qui le font, les agences marketing, les agences web. Mais là, voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à demander aux prestataires si vous avez des besoins qui sortent un peu du cadre, parce que soit le prestataire peut organiser, soit il peut vous renvoyer sur une société de son pays qui dit ah ben oui, eux, par exemple, ils sont très bons pour faire des animations, ou ils sont très bons pour faire tout un tas de trucs. Donc, il y a aussi le petit côté sourcing qui peut être intéressant. Si tu as quelqu'un dans le pays, tu lui dis, tiens, tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui… Et nous, on peut trouver beaucoup plus facilement que le client. Alors, bien évidemment, je me doute que tu as des clauses de confidentialité, que tu ne peux pas donner de nom de client, etc. Mais est-ce que tu pourrais parler de certains projets que tu as fait pendant ces dernières années qui ont été des succès, dont tu es particulièrement fier, sans forcément donner les noms de sociétés, hein. Oui. Alors, justement, c'est très intéressant ce que tu dis, confidentialité. Moi, je voudrais en parler dans un autre sens. Les gars, si vous avez un projet prometteur, la première chose que vous faites quand vous contactez un prestataire, c'est vous poser la question de la confidentialité. Donc, il est recommandé de faire signer un engagement de confidentialité
C'est pas une garantie totale, hein, on va pas se mentir, mais c'est quand même déjà ça vous permet de sentir un peu le prestataire, quelle est sa réaction. Et puis c'est vrai qu'il vaut quand même mieux être dans un cadre européen. Si vous avez un prestataire qui est, je sais pas, en Afrique du Sud ou au Vietnam, etc. Je ne sais pas ce que ça vaut les engagements de confidentialité. Parce qu'en fait, en Inde, je veux dire, tu vas débarquer avec ton avocat en Inde là, au milieu des bibouilles. Ouais, ça va être fun. Ça va être fun. Ouais. Une bonne partie de la valeur de votre concept, c'est l'idée de base. Et l'idée de base, elle peut intéresser plein de gens. Vous savez, vous avez même des prestataires qui ont des incubateurs de start-up. Hein. Donc, nous, on ne le fait pas parce que ça demande des moyens. Et puis, bon, globalement, moi, je considère qu'il faut 10 projets de start-up pour qu'il y en ait un qui cartonne vraiment beaucoup. Donc, ça demande des moyens. Lancer 10 projets, il faut des idées, il faut des moyens. On ne peut pas tout faire. Donc, nous, on travaille sur les projets du client. Ouais, puis ça demande un mindset d'entrepreneur parce que il y a aussi beaucoup on va dire, de wannabe entrepreneurs qui croient que le premier projet, c'est forcément le projet qui va cartonner et que non, pas forcément. Il peut se passer des années, il peut se passer 5 projets et avant que ça marche, quoi. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Tout à fait, mais bon, il faut prendre ça aussi comme une école, c'est-à-dire que je pense que lancer un projet de start-up, c'est ultra formateur. Par rapport au gars qui travaille dans une très grosse boîte et qui est de petits engrenages quelque part et qui s'occupe de la trésorerie, machin chose, c'est sans comparaison. Alors effectivement, ça risque vous risquez de prendre des risques, ça peut mal se finir, mais bon, par exemple, tu me demandes un exemple. On a des clients qui continuent à bosser, parce que c'est ça aussi, vous n'êtes pas obligé de tout lâcher. On a des clients donc, qui ont monté une plateforme de recrutement par rapport à un ERP que je ne citerai pas. Et eux, ils continuent à bosser. Donc, ça continue Alors, après, le risque, c'est que comme ils continuent à bosser, ils peaufinent le truc. Ça fait plus de 2 ans qu'ils peaufinent leur truc et ils l'améliorent. Mais bon, ça, c'est le risque après. De temps en temps, il faut accepter de lâcher le bébé dans la nature. Donc, c'est de l'expérience. Vous n'êtes pas obligé de faire que ça. Et après, d'autres exemples, on a une société là, qui marche très, très bien. Ils font tout ce qui est navigation auto. On leur a fait un site e-commerce avec des passerelles, avec leur ERP, etc. Eux, ça cartonne parce qu'on voit les ventes et on est content pour eux. Après, tu as plein de possibilités. Là, on a un truc qui est en démarrage, mais c'est compliqué à cause de la législation en France. De la rénovation de textiles. Alors, il y a une prime qui a été, c'est très bureaucratique en France. Il y a une prime qui a été mise en place, mais avec plein de cas de figure. Il faut faire des passerelles. Alors, bon, on est en train de finir de développer le truc et on a du mal à obtenir les informations pour la passerelle par rapport à l'administration. Les mecs, ils n'en ont rien à foutre. Enfin bon. Donc, faites attention, les gars. Tout ce qui est lié à l'État, c'est un peu aléatoire. Par exemple, on a un client, lui, il était consultant fiscal. Donc, on a fait différents trucs pour lui, des sites, des machins. Et puis, à un moment donné, l'État français dit « Ah ben, on est débordé, donc on ne traite plus les réclamations fiscales. » Et lui, il fonctionnait au pourcentage. Donc, il est mal. Donc, surtout en ce moment où l'État français est surendetté, évitez de trop dépendre de l'État parce que du jour au lendemain, le robinet peut se fermer. Et pas de façon rationnelle, et ça sera injuste, et vous aurez beau pleurer que c'est injuste et c'est pas normal et qu'à numéro, machin, non, ça sera pareil. L'État… il y a même d'ailleurs en France un droit administratif. L'État a son propre droit et vous ne gagnerez pas contre l'État. Hein. Vous êtes petit, il est gros, il a toujours raison. Hein. Donc, ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Il y a ça, on a un client qui a fait des boîtes imprimables aussi. Enfin, tout est possible en fait. Tout est possible. Un client qui a fait un truc pour les artisans, essayer de faire donner une sorte d'outil pour permettre aux artisans de gérer un peu leurs commandes, leur stock. Tout est possible. Après, on n'a pas forcément non plus la visibilité sur le long terme, c'est-à-dire que les clients nous demandent de créer les sites. Dans certains cas, on fait la maintenance évolution. Ça, c'est très important, les gars. Quand vous avez un prestataire, vous ne le prenez pas simplement pour qu'il vous construise votre site. Il faut qu'il soit capable de vous accompagner au fil des années. C'est le problème parfois avec les freelances, c'est que le freelance, parfois après, il fait autre chose et il vous a fait un site et puis il n'est plus intéressé pour faire la mise à jour. Donc, si vous prenez un freelance, il faut quand même qu'il y ait des engagements de longue durée.
Nous c'est ce qu'on fait. Mais parfois, il y a des clients qui disent bah, OK, vous avez fait mon site, merci, très bien, au revoir. Bon, il y a par exemple un client, on a fait un site sur Laravel, ils ont pris le site et puis on n'a plus de nouvelles. Le site est à eux, ils l'ont payé, il n'y a aucun souci. Mais après, de toute façon, les clients ne nous donnent pas non plus les chiffres. Si c'est du e-commerce et qu'on fait la maintenance, on le voit, mais dans certains cas, on n'a pas l'information. À la limite, ça ne nous regarde pas, on n'est que prestataire. Et tu as beaucoup de demandes dans tout ce qui est e-commerce, dropshipping par exemple, ou c'est marginal? E-commerce, pas mal, dropshipping, beaucoup moins. Ouais. Mais je pense qu'en fait, les gens qui font du dropshipping doivent passer par des plateformes. Parce que le dropshipping, en général, c'est des tout petits, je pense que c'est des tout petits business. Ils n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un site. Donc, ils doivent passer par les Shopify ou ce genre de trucs, je suppose. Ouais, on n'a pas trop de demandes sur dropshipping. Mais e-commerce, oui, on fait beaucoup de sites e-commerce, notamment des sites sur mesure. D'accord. L'idée, si tu veux, comme la Roumanie n'est pas un pays low cost, si c'est pour faire des sites templates de 3 pages, il y aura toujours un malgage qui sera moins cher. On n'est pas placé. Par contre, là où il y a de la technicité, là où il y a du développement, là où il y a des choses, il y a aussi, nous par exemple, on a 2 graphistes qui font du graphisme sur mesure. Là, ça intéresse parce qu'on fait des beaux sites, on fait des sites que peu d'entreprises savent faire. En plus, on peut donner un peu de conseils et on assure la maintenance évolution sur la durée. Ça rassure les clients. En plus, il n'y a pas de minimum de perception, c'est-à-dire que si on a fait 2 heures d'assistance sur le mois, ben on facture 2 heures. Hein. Ce n'est pas 5 heures ou 10 heures, c'est 2 heures. Donc ça aussi, quelque part, il faut s'y retrouver. Il y a souvent des entreprises qui proposent des bons prix au départ, mais après qui vous assassinent sur des frais trimestriels, ils vous font payer l'hébergement 10 fois le prix que ça coûte et des trucs comme ça. Donc c'est comme pour les crédits en fait. Hein. Il faut bien regarder les petites lignes en bas. Il faut faire un calcul global. Après, tu as d'autres entreprises aussi qui font leur marge parce qu'elles vendent des sites à crédit. Et le site, en fait, tu le payes sur 48 mois. Alors, effectivement, la mensualité n'est pas énorme, mais sur 48 mois, ça fait quand même des sommes après. D'accord. Bon, bah écoutez les gars, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra un lien. Ce que tu pourras faire, Nicolas, c'est que tu postes un commentaire quand l'épisode sera en ligne, et puis j'épinglerai ton commentaire avec un lien vers tes services. Okay. Donc voilà, contactez Nicolas si ce dont il a parlé vous parle, que vous avez besoin de créer, comment dire, des sites ou des applications, ou voilà du mix, quelque chose de plus plus mixé pour promouvoir vos produits ou services sur Internet, ou je sais pas, une fonctionnalité. Par contre, voilà, si vous avez une demande sérieuse, si c'est juste pour faire un site vitrine, effectivement, bon, vous allez sur WordPress ou vous allez voir Malgache. Non, soyez minimum sérieux si vous contactez Nicolas, qui a voilà, derrière une vraie structure et qui fait voilà, qui s'adresse aux vrais entrepreneurs, voilà, pas juste aux curieux. Je peux donner deux, trois petits conseils en finale, en conclusion, ou on est hors délai? Non, bon bien, vas-y. Donc, j'avais fait une petite liste. Donc, négligez pas votre étude de marché. Posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment la fibre de l'entrepreneuriat? Si vous avez toujours été salarié, voire fonctionnaire, est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que vous êtes plutôt un homme orchestre ou un homme à tout faire? Ça, on l'a un peu dit. Les associés, c'est hyper important. Si vous avez un ou deux associés, c'est quasiment comme un mariage. Hein. Donc, il faut qu'il existe de la confiance. Et souvent, ce qui marche le mieux, c'est la complémentarité. Des profils différents qui sont très complémentaires. Moi, j'ai un associé, lui, il est ingénieur. Moi, je suis plutôt gestionnaire et ça fonctionne bien parce qu'on est très différents et on ne se marche pas trop sur les placements. Après, les financements, c'est hyper important. Donc, il faut que vous regardiez bien les organismes. Il y a des organismes spécialisés. J'avais vu la société Razors, par exemple, qui est spécialisée là-dedans. Il y a des business angels, il y a tout un tas de choses. En France, il y a aussi la BPI. Alors, en principe, le prestataire que vous choisirez, si vous êtes financé par la BPI, et le BPI, c'est Banque publique d'investissement, doit être français, mais bon, il y a possibilité de sous-traiter, donc il y a souvent des solutions. Après, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez prendre des associés que vous ne payez pas, mais bon, ils ne sont pas forcément très motivés. Et puis surtout, un truc important, il y a deux choses.
n'attendez pas des revenus trop importants. Mettez pas trop de pression sur votre projet. Il ne faut pas vous mettre à dire, ah ben, mon site, il faut que dans 3 mois, dans 6 mois, ça crache tant, parce que ça met du temps pour démarrer. Surtout si vous vous basez sur le référencement Internet. Le référencement Internet, donc c'est basé sur les mots-clés. Ça met beaucoup de temps pour se mettre en place, mais après, si c'est bien fait, ça va vous durer pendant des années. C'est comme un paquebot, en fait. Ça démarre lentement, mais après, ça ne s'arrête pas. C'est le contraire d'AdWords. AdWords, tu mets en naturel. aujourd'hui, tu as des visites. Ça ne veut pas dire que tu as des ventes, hein, mais tu as des visites. Par contre, le jour où tu l'arrêtes, tu n'as quasiment plus rien. C'est le contraire d'AdWords. Et faites attention aussi, dernière chose, aux crédits qui courent. Si vous avez des crédits sur le dos, faites attention parce que ça peut être un problème. Voilà. C'était les petits conseils que je voulais donner. En parlant de référencement, est-ce que tu proposes aussi des solutions de publicité, par exemple Google AdWords, pub Facebook, également sur YouTube, de la publicité sur Instagram, donc Facebook. Est-ce que tu fais ça également? Alors, pour moi, il y a deux mondes. Il y a le référencement Internet. Le référencement Internet, ce qu'on appelle SEO, Search Engine Optimization en anglais, c'est faire en sorte d'être visible naturellement sur les moteurs de recherche. Et c'est basé principalement sur les contenus. Il faut avoir pas mal de contenus, des contenus de bonne qualité, bien organisés par page, avec un thème par page, etc. Nous, on fait on travaille surtout là-dessus parce que on considère que ça fait véritablement partie du site. C'est vraiment la structure du site, mais c'est un travail qu'on doit faire en tandem. Parce que souvent, les clients maîtrisent bien mieux le champ lexical de leur domaine, parce qu'il y a une grosse partie lexicale, en fait, hein, sur le référencement. Et c'est un travail qu'on fait ensemble par itération. On commence à faire des listes avec qui, quoi, quand, où. Alors, qui, c'est entrepreneur, importateur, c'est tout ça. Quoi, c'est tes projets. Où, c'est sur la zone. Comment. Donc, tu mets en place tout un tas de listes et après, tu crées des expressions de 2 ou 3 mots. Par exemple, ça va être importateur de cigarettes sans tabac, je dis n'importe quoi. Hein. Tu fais tout un tas d'expressions et après, tu vas affecter une expression par page, une expression à ta page d'accueil et tu vas après rédiger tes pages de façon à ce qu'elles soient cohérentes avec chaque expression. Donc ça, on le fait, mais on le fait en tandem. Après, pour tout ce qui est publicité, AdWords, Facebook, en général, il y a des gens qui sont très spécialisés, parfois même des freelances, qui font ça très bien. Pour moi, c'est un autre métier. Et puis, il faut le dire aussi, nous, on travaille beaucoup pour les agences. Et en général, les agences nous confient le développement de la création de sites web et s'occupent elles-mêmes de leur marketing. Donc, on le fait assez peu, sincèrement. Je pense que, si tu veux, à un moment donné, chacun est spécialiste de quelque chose. Nous, on est essentiellement spécialistes. À Transicons, la société s'appelle Transicons, TRANSYCONS. Chez Transicons, on est les spécialistes de la création de sites web. Le référencement, c'est une option, mais ce n'est pas systématique. C'est une option que les clients nous demandent parfois. Mais en limite, on est plus pour le référencement dans la logique de leur apprendre à pêcher. C'est-à-dire qu'on explique un peu comment ça marche. Au départ, on peut optimiser le site, mais après, si le client, par exemple, a un blog, à la limite, le premier article, on va le rédiger, on va rédiger ensemble. Le deuxième, il va le rédiger, puis on lui passera 2-3 feedbacks. Le troisième, il va le faire et ça sera presque bon. Et le quatrième, il sera autonome et il fera ses articles lui-même. Et du coup, ça nous coûtera beaucoup moins cher que de faire systématiquement appel à un rédacteur. Sachant qu'en plus, le nerf de la guerre pour le référencement, c'est le contenu. Et souvent, un prestataire, il n'arrive pas à avoir le contenu, les informations des clients. Les clients ont les infos. Il faut juste qu'ils aient les réflexes pour pouvoir… Parce que souvent, les gens, c'est des spécialistes de leur domaine. Mais ils ont le gros défaut, quand ils rédigent les textes, ils disent on est des professionnels, on est au top, etc. Et en fait, tu as 0 mots-clés. Et il faut juste leur apprendre en disant écoutez, expliquez ce que vous faites, utilisez les mots, même des mots techniques, c'est très bien parce que Google va voir de quoi ça parle. Si vous êtes plombier, n'hésitez pas, mettez robinet, mettez tout un tas de trucs pour que Google voit que c'est de la vraie plomberie et ce n'est pas simplement du pipeau. Donc, mais c'est passionnant le référencement. C'est vraiment quelque part l'extension du marketing à l'Internet, une des sous-branches du marketing à l'Internet. Allô? Oui. Je t'entends pas très bien depuis tout à l'heure. Hein, ça grésille un petit peu. Je sais pas ce que ça va donner en ce que ça va donner en vidéo, mais depuis tout à l'heure, ça grésille un peu. Je t'entends pas très bien, pas toujours. Ok. Ça va mieux là? Ça va mieux? Comme tout à l'heure. Ça recommence, attends. Là, c'est mieux? Ouais, ça a l'air d'être un peu mieux, ouais. Ok. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres questions.
Est-ce que tu as d'autres questions, Kublai? Là, je t'entends plus, Nicolas. Oh, mais de toute façon, je pense qu'on va terminer. Je pense qu'on a fait le tour, non? Ouais, bon. Ouais. Ah, là, ça va, je pense qu'il faut mieux qu'on termine, là, parce que là, ça commence vraiment à grésiller, là. Ouais. Bon, ben, Nicolas, tu posteras ton commentaire, on l'épinglera. Ok. Tu es là? Ouais, ok. Ouais, ouais, Il y a ouais. un petit lag. En tout cas, merci Nicolas d'avoir parlé de ce que tu fais. Parce que en fait, c'est toujours une façon finalement d'obtenir la liberté géographique. Si tu as un site internet qui marche, que tu as un site e-commerce qui marche, ou que tu veux créer par exemple une application sur internet et que tu arrives à en vivre, bah, finalement, une fois que ça tourne, tu peux vivre où tu veux sur la planète puisque tout se passe en ligne. Tu n'as pas besoin d'être présent sur le terrain. Donc, c'est complémentaire finalement à ce que je fais moi. Moi, j'utilise une autre façon de fonctionner sur Internet que j'enseigne, etc., et que j'utilise depuis 7 ans. Mais il y a d'autres, voilà, vous savez maintenant qu'il y a aussi d'autres façons de travailler qui peuvent être adaptées peut-être à d'autres profils à qui ça va plus parler ce que fait Nicolas. Donc, voilà, ceux qui sont reconnus dans tout ce que Nicolas a dit, qui pensent que leur projet est plus proche de ce que fait Nicolas, allez jeter un œil sur le site de Nicolas qui sera en commentaire épinglé. Et puis voilà, merci d'être passé aux habitués. Mettez un pouce. Vous savez que dans la description, le premier lien sous la vidéo, vous trouverez mon lien vieoutuveux.com pour trouver des solutions justement aussi qui permettent de gagner sa vie sur Internet, mais qui sont un peu différentes de ce qu'a présenté Nicolas. Moi, je suis plutôt un infopreneur, un accompagnateur. Voilà, c'est aussi une autre façon de travailler. Donc, regardez dans la description le premier lien et puis le lien de Nicolas pour ceux qui sont curieux ou qui sont intéressés par ce que fait Nicolas. Nicolas, je pense que tu n'es plus là parce que moi, je te vois tout en flou maintenant. Ah, ok. Je peux juste dire une dernière chose. Oui, je suis là. Je peux juste dire une dernière chose. Est-ce que tu m'entends? Vas-y. Ouais, ouais, je t'entends. Ouais. Non seulement un site, ça peut générer des revenus, mais c'est aussi un bien, c'est aussi du patrimoine et c'est quelque chose qu'un jour vous pouvez envisager de revendre. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. C'est comme un fonds de commerce en fait, avec du trafic et vous pouvez, si ça fonctionne bien, non seulement tirer des revenus, mais vous pouvez un jour le revendre. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc ça peut être. C'est contrairement à ce que je fais moi. Toi, ce que tu proposes, éventuellement, ça peut devenir quelque chose de revendable, une société revendable. Tout à fait. Comme de l'immobilier ou un investissement, autre chose qui peut se revendre. C'est un actif. C'est un actif, ouais, un actif. J'allais dire asset, mais j'en perds mon français pour de parler russe et anglais toute la journée. Ok. Bon, bah écoute, merci Nicolas d'être passé. Et puis les autres, hein, on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Et puis le premier lien dans la description, c'est le mien, vieoutuveux.com, pour devenir infopreneur accompagnateur, faire ce que je fais moi. Ou sinon, si vous êtes intéressé par ce que fait Nicolas, allez jeter un œil sur son site. Et puis, voilà, Nicolas, je crois qu'on va couper parce que là, je te vois plus. Pour info, là, on va mettre juste le son, mais par contre, Nicolas et moi, je te vois là. Et puis, je vois que Nicolas, en fait, est tout gris, je ne le vois plus. Donc, je pense que la connexion ne passe plus très bien. Il va y avoir un problème. À plus tard. N'oubliez pas le pouce en passant, de vous abonner pour ceux qui sont. Là, ça a été revenu là. N'oubliez pas le pouce en partant. Et puis, Nicolas, à bientôt. Ciao. Ciao.